Lorsqu'une personne envisage de courir un marathon, la première chose qu'elle prend généralement en compte est le temps qu'elle peut mettre pour terminer la course. Et avec cet objectif en tête, elle réfléchit également à la manière dont elle doit s'entraîner ou si l'entraînement qu'elle effectue quotidiennement est suffisant pour atteindre cet objectif. À l'école de cours de fond de Tolède, vers 1980, nous avons décidé de remédier à ces problèmes en élaborant un plan de préparation spécifique pour le marathon. Ce plan impliquait un entraînement totalement différent de celui utilisé pour les courses de plus courte distance et durait 7 semaines, incluant la semaine de la course. Pour élaborer ce plan, nous pensions initialement qu'il nous fallait déterminer notre temps cible. La méthode la plus simple consistait à effectuer un test de 1000 mètres sur piste, à effort maximal. Ce test permettait d'estimer notre consommation maximale d'oxygène et était facile à réaliser à tout moment. Nous avons également pris en compte la situation du coureur avant le marathon. Plus précisément, s'il s'agissait de sa première participation à une course de cette distance, s'il ne s'agissait pas de son premier marathon, mais plutôt d'une distance faisant partie de son programme d'entraînement habituel et qu'il était en nette progression ou en mesure d'améliorer son temps, ou s'il s'agissait d'un coureur expérimenté dont le palmarès en marathon ne lui permettait plus de progresser davantage. Ce test devrait nous permettre non seulement d'estimer le temps de course potentiel, mais aussi de planifier l'allure d'entraînement durant cette phase de réduction de la charge. Nous avons commencé par consulter des publications scientifiques afin de trouver des tables ou des méthodes permettant de prédire le temps de marathon à partir des temps sur d'autres distances. Ainsi, ces auteurs californiens disposaient de programmes informatiques de course à pied qui permettaient de prédire le temps au marathon à partir du temps réalisé sur 10 km. Mais l'inconvénient de cette méthode était qu'il fallait disposer du temps réalisé lors d'une course de cette distance effectuée quelque temps auparavant pour effectuer la prédiction. De plus, il ne s'agissait pas d'un test à réaliser seul, mais d'une compétition régulière face à d'autres adversaires. Dans ce cas, un entraîneur de l'Arkansas a également utilisé le temps du 10 km en le multipliant par 5 pour prédire les temps du marathon. Nous avons ici aussi constaté les inconvénients mentionnés précédemment. Un autre auteur d'une université de Virginie s'est également appuyé sur le temps d'une course de 10 km en le multipliant par 4,66 au lieu de 5 pour prédire le temps des marathons. Nous avons également trouvé ce tableau qui tentait d'établir des temps de marathon à partir de temps sur d'autres distances. Il peut aussi servir à prédire les temps sur d'autres distances à partir de 5000 mètres. Nous avons donc constaté plusieurs inconvénients, mais le principal était d'avoir couru ou être en train de courir un 10 000 mètres avec un temps qui ne reflétait probablement plus la condition physique du coureur au moment de la course. Ou s'il avait couru peu de temps avant le marathon, il aurait pu être trop fatigué pour s'entraîner. De plus, les auteurs n'ont pas précisé si cela s'appliquait également aux femmes. Nous commençons par les 3 caractéristiques essentielles à une bonne performance en marathon et à d'autres distances. Ces 3 caractéristiques sont la consommation maximale d'oxygène, VO2 max, le seuil anaérobie et l'efficacité énergétique. Bien que ces caractéristiques varient selon les coureurs participant à des marathons, l'idéal est d'avoir des niveaux élevés pour ces 3 indicateurs, ce qui représente la difficulté ou du moins de s'entraîner pour les améliorer. La consommation d'oxygène correspond à la quantité d'oxygène utilisée par un coureur lors d'un effort. La VO2 max correspond à la quantité d'oxygène utilisée par l'organisme lors d'un effort maximal. Le seuil anaérobie est le niveau d'effort à partir duquel l'organisme ne peut plus consommer d'oxygène et doit alors puiser son énergie dans la voie anaérobie. Autrement dit, pour poursuivre l'effort, l'organisme doit utiliser le système anaérobie
Ce seuil anaérobie est exprimé en pourcentage de la VO2 max. Les coureurs réalisant les meilleurs temps sur des distances de 1500 mètres à 5000 mètres présentent la VO2 max et le seuil anaérobie les plus élevés. L'efficacité énergétique désigne la quantité d'oxygène ou le pourcentage d'oxygène qu'un coureur utilise lorsqu'il court à une allure sous-maximale. On considère généralement qu'un coureur plus économe en énergie consomme moins d'oxygène par effort que les autres coureurs effectuant le même effort. Ces coureurs réalisent généralement des temps sur 10 km ou plus comparativement ou proportionnellement meilleurs que leur temps sur des distances plus courtes. Pour établir cette prédiction du temps au marathon, nous avons commencé par collecter les meilleurs temps au marathon des meilleurs marathoniens de l'époque, ainsi que leurs meilleurs temps sur d'autres distances comme le 3000, 5000 et 10 000 mètres et le demi-marathon jusqu'en 1984. Nous avons calculé leur temps au kilomètre pour chaque distance, en secondes totales et en minutes et secondes, puis calculé les moyennes. Nous avons constaté une différence d'environ 29 secondes entre le temps au kilomètre du 3000 mètres et celui du marathon. Nous avons donc estimé que la différence entre le 1000 mètres et le marathon pourrait être d'environ 35 secondes. Ensuite, nous avons représenté ces données sur un graphique afin d'observer la pente de la courbe d'augmentation du temps au kilomètre pour chaque distance. Comme vous pouvez le constater, cette pente augmente légèrement plus d'une distance à l'autre que la précédente. Ce graphique illustre l'augmentation du temps au kilomètre, calculé à partir des temps sur 5000 mètres et 10 000 mètres, ainsi que du temps du marathon. Il met en évidence la pente croissante entre 10 000 mètres et le marathon. Nous estimons donc que si l'on ajoute au temps réalisé lors d'un test de 1000 mètres couru à la vitesse maximale possible, qui pourrait être révélateur de la consommation maximale d'oxygène, 35 secondes de baisse de rythme, ce qui pourrait constituer une approximation du seuil anaérobie. Le chiffre obtenu pourrait correspondre à la vitesse à laquelle se déroulerait la course du marathon. Ainsi, un coureur ayant réalisé un temps de 2 minutes et 30 secondes sur 1000 mètres pourrait, en ajoutant ces 35 secondes, courir le marathon à une allure de 3 minutes et 5 secondes. Si l'on divise les 150 secondes du test sur 1000 mètres par l'estimation de l'allure du marathon, 185 secondes, et que l'on multiplie le résultat par 100, on constate que l'allure du marathon est 81% plus lente que l'allure maximale possible du test sur 1000 mètres. Cela pourrait correspondre à une course proche du seuil anaérobie. Nous pensons également que pour courir à cette allure, il était nécessaire de s'entraîner par intervalles, par série de 500 mètres à 10 km à cette même allure, voire légèrement plus rapide afin d'apprendre ce rythme et de pouvoir le maintenir de manière autonome sans avoir besoin de suivre des concurrents ou des meneurs d'allure. De plus, dans ce cas, il fallait tenir compte de l'efficacité énergétique que nous estimons à environ 5 secondes de plus ou de moins que le temps de référence pour le kilomètre. Ainsi, les coureurs ayant une efficacité énergétique élevée pouvaient effectuer leur séance d'entraînement par intervalle à une allure de 30 à 35 secondes plus lente que celle du test sur 1000 mètres. Et ceux ayant une faible efficacité énergétique devaient réaliser les tests de 35 à 40 secondes plus lentement que le temps du test. Concernant les femmes, nous avons également recueilli les meilleurs temps au marathon de certaines des meilleures marathoniennes de l'époque, ainsi que leurs meilleurs temps sur d'autres distances comme les 3000 mètres et le 5000 et le 10 000 mètres et le demi-marathon, comme nous l'avions fait pour les hommes jusqu'en 1984. Nous avons calculé leur temps au kilomètre pour chaque distance en secondes totales et en minutes et secondes, puis calculé les moyennes.
nous avons constaté une différence d'environ 32 secondes entre le temps au kilomètre du 3000 mètres et celui du marathon. Par conséquent, nous avons estimé qu'il pouvait y avoir environ 40 secondes d'écart entre les temps du 1000 mètres et du marathon. Ces données ont ensuite été rapportées sur un graphique afin d'observer la pente de la courbe d'augmentation du temps au kilomètre pour chaque distance. Comme on peut le constater, l'augmentation était également légèrement plus importante d'une distance à l'autre par rapport à la précédente, à l'instar des données masculines. Il est à noter qu'à cette époque, les demi-marathons étaient peu nombreux et que plus de la moitié des coureuses ne disposaient pas de leur temps pour ces distances. Cependant, comme la quasi-totalité des coureuses disposaient de leur temps pour les autres distances, un autre graphique a été créé. Ce graphique représente mieux l'augmentation du temps au kilomètre de 3000 à 10 000 mètres, en plus du temps du marathon. Logiquement, la pente est plus marquée entre 10 000 mètres et le marathon. Nous estimons ici qu'en ajoutant 40 secondes de réduction de l'allure, dans ce cas pour les femmes, au temps réalisé lors d'un test de 1000 mètres avec vitesse maximale, ce qui pourrait également indiquer la consommation maximale d'oxygène, le résultat correspondrait à l'allure à laquelle serait couru le marathon. Ainsi, une coureuse ayant réalisé un temps de 2 minutes et 55 secondes au test de 1000 mètres pourrait, en ajoutant ces 40 secondes, courir le marathon à une allure de 3 minutes et 35 secondes. Si nous divisons les 175 secondes du test de 1000 mètres par 100, nous constatons également que l'allure du marathon est 81% plus lente que la vitesse maximale possible du test de 1000 mètres, ce qui pourrait également représenter, comme mentionné précédemment, une course proche du seuil anaérobie. Comme pour les hommes, nous avons également considéré que les femmes, pour courir à cette même allure, devaient effectuer un entraînement fractionné par série de 500 mètres à 10 km à cette même allure, voire légèrement plus rapide, afin d'apprendre ce rythme et de pouvoir le maintenir seul, sans avoir besoin de suivre une rivale ou un meneur d'allure. Mais dans ce cas précis, il fallait également tenir compte de l'efficacité énergétique que nous avons considérée comme ajoutant ou soustrayant environ 5 secondes au temps de référence du kilomètre. Ainsi, les coureuses ayant une efficacité énergétique plus élevée pouvaient effectuer les séries d'entraînement fractionnées à une allure de 35 à 40 secondes plus lente que celle atteinte lors du test sur 1000 mètres. Celles ayant une faible efficacité énergétique devaient les effectuer de 40 à 45 secondes plus lentes. Nous avons également considéré qu'il était nécessaire d'établir un plan de réduction de l'entraînement avec un nombre limité de semaines d'entraînement spécifiques au marathon. Ce plan d'entraînement spécifique consistait à augmenter progressivement le kilométrage hebdomadaire sur plusieurs semaines, à allonger les séances d'entraînement fractionnées à 500 mètres et 10 km et à réduire l'allure pour correspondre au temps prévu pour le marathon. La dernière semaine était consacrée à une réduction progressive de l'entraînement afin de garantir une bonne récupération le jour de la course et une parfaite maîtrise de l'allure nécessaire pour atteindre le temps prévu. À mi-parcours de cette période de préparation, un demi-marathon était prévu, si possible afin de tester la progression du coureur et de confirmer qu'il était sur la bonne voie pour atteindre son objectif. En conclusion, un coureur participant à son premier marathon, même s'il s'entraîne en fonction de son temps prévu, ne doit pas se focaliser uniquement sur cette prédiction, mais plutôt viser à terminer la course le plus fidèlement possible. Ceux qui sont en nette progression ou qui ne peuvent plus progresser davantage sont ceux qui peuvent se conformer aux prévisions de la marque au marathon.